Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 10 choses qui prouvent que vous gérez bien votre budget, même si vous n'en avez pas forcément l'impression. Je trouvais que c'était une vidéo importante à faire parce que je reçois tout le temps des messages, des commentaires, des mails de personnes qui ont l'impression de super mal gérer leur budget ou qui partent vraiment avec une appréciation très négative de leur manière de gérer l'argent, alors que parfois c'est même pas de leur faute si elles s'en sortent pas parce qu'il va y avoir des facteurs extérieurs. Parfois ça peut être parce que l'on se compare. Dès que je reçois des budgets d'abonnés par mail, souvent les personnes vont commencer leur mail en me disant je gère très mal mon argent ou je gère pas aussi bien l'argent que les autres personnes qui t'ont partagé leur budget. Et pourtant, dès que je poste ces budgets et que ma communauté envoie des retours dessus, ça va être bravo à cette personne de bien gérer son budget, elle fait comme elle peut avec les ressources qu'elle a. Et je trouve que c'est bien d'avoir parfois un avis extérieur sur ce que l'on fait et de se sentir un petit peu reboosté. C'est comme avec l'écologie, parfois c'est bien de voir ce que l'on fait déjà de bien avant de pouvoir attaquer sereinement ce que l'on peut encore changer. Et je trouve que ça peut être bien de partir de ce biais-là. Le premier point, c'est que vous arrivez à payer votre loyer ou votre crédit immobilier en temps et en heure. C'est vraiment important de pouvoir se mettre à l'abri comme ça. Le logement, c'est une des parts du budget qui est les plus importantes, à la fois en termes de pourcentage généralement, mais aussi par rapport au fait que c'est vraiment ce qui est à prioriser puisque c'est important d'avoir un lieu où vivre. Et le fait de réussir à régler cette mensualité, c'est déjà un très bon point. Ça veut dire que vous arrivez à gérer la priorité dans votre budget et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Si parfois il vous arrive d'oublier de payer votre loyer parce que finalement un mois ça passe vite et vous vous retrouvez parfois à être un peu en difficulté parce que vous avez totalement oublié, vous avez fait passer d'autres dépenses en priorité en pensant que vous aviez de la marge, n'hésitez pas à mettre en place un virement automatique pour votre loyer. Ça peut paraître tout simple, il y a beaucoup de gens qui le font déjà, mais il y a aussi pas mal de gens qui le font pas forcément. Et les prélèvements automatiques, ça permet vraiment de se retirer de la charge mentale et ça peut être très bien d'éviter d'avoir à se poser la question sur ce sujet-là. Le deuxième point, il y a beaucoup de gens qui y arrivent et qui ne se valorisent pas forcément pour ça, mais c'est le fait de réussir à épargner chaque mois, même si c'est une toute petite somme, même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, c'est déjà bien chaque mois de réussir à mettre un petit peu d'argent de côté. Ça veut dire qu'on a déjà le bon geste, ça veut dire que notre budget est relativement équilibré puisque déjà on n'est pas en déficit, mais en plus de ça on peut en tirer quelque chose et réussir à épargner, avoir ce geste, c'est déjà super important tout simplement parce que une épargne mensuelle ça se cumule, à la fin de l'année ça fait beaucoup plus. Parfois on peut dénigrer les petites sommes, mais mine de rien si on met de côté 20 euros par mois pendant des années, à la fin ça nous fait une belle petite épargne de côté. Pareil si on a un enfant, si on lui met de côté chaque mois une petite somme, même si on culpabilise de pas réussir à mettre autant que d'autres personnes, le but c'est vraiment pas de se comparer, le budget c'est très personnel, il y a 1 milliard de facteurs autres que le fait de gagner une telle somme et de dépenser une telle somme. Il y a plein de choses qui entrent en jeu avec l'argent, c'est pour ça que c'est un sujet sensible et très compliqué. Mais si vous arrivez à épargner par exemple 10 euros par mois sur le livret jeune de votre enfant, ça peut être super pour lui pour l'avenir. Si c'est sur votre livret A, c'est génial aussi. Toute somme est vraiment bonne à prendre et parfois quand on arrive à épargner 10 euros, ça peut nous motiver à ensuite épargner 15 euros, puis si on a un petit excédent, on peut épargner un petit peu plus et ça peut entraîner des épargnes beaucoup plus conséquentes. Le troisième point, c'est que chaque mois vous remboursez un petit peu plus votre découvert si vous êtes à découvert actuellement sur votre compte. C'est une situation qui est très décourageante parce que même quand on a réussi à rembourser 100 euros par exemple par rapport au mois précédent, on a toujours notre compte qui est dans le rouge, c'est affiché dans le rouge comme quelque chose de négatif au sens littéral puisqu'on voit moins quelque chose sur son compte et ça peut être très décourageant. Mais c'est bien de vraiment regarder ce que l'on a réussi à mettre de côté par rapport au mois précédent. Si on a réussi à rembourser son découvert, le côté un petit peu pervers du découvert c'est que souvent on a tendance à vouloir se dire bon allez je reprends mes finances en main, le mois prochain je n'ai plus de découvert et on va espérer recouvrir par exemple 1000 euros de découvert en un seul mois alors que c'est un découvert qui s'est créé parfois sur 2 ans ou alors parce que vraiment on a eu un énorme imprévu et que l'on n'était pas du tout préparé à ça et que ça nous a mis dans le rouge littéralement. Mais rembourser un découvert ça se fait pas forcément en un jour, c'est pareil pour les crédits conso. Parfois on peut avoir plein de crédits conso qui nous mettent un petit peu en difficulté. Le fait de réussir à les rembourser chaque mois et de ne pas en prendre de nouveaux, même si on n'arrive pas à épargner des sommes faramineuses, c'est pas grave, le tout c'est de rembourser ses dettes, surtout tout ce qui est crédit consommation, puisque c'est des choses qui peuvent vraiment peser très lourd sur le budget. Si on arrive à ne pas craquer, à ne pas avoir de nouveaux crédits, déjà c'est un excellent point et ça nous donne une meilleure santé budgétaire.
Le quatrième signe, c'est si vous suivez régulièrement vos comptes. Donc vous avez l'application sur votre portable, vous regardez régulièrement. Ça peut faire peur aussi parce que parfois on n'a pas envie de voir de mauvaises nouvelles, mais il vaut mieux savoir que ne pas savoir. On peut aussi surveiller ses dépenses un petit peu fantômes, tout ce qui est abonnement par exemple à des plateformes que l'on n'utilise pas régulièrement. On peut regarder ce que ça nous a coûté sur l'année par exemple et se dire est-ce que ça les valait, est-ce que je les ai suffisamment utilisés, s'il y a des assurances qu'on n'utilise plus actuellement. Mais aussi ça peut nous permettre de voir nos dépenses cumulées sur certains postes de dépenses. Par exemple, si on se rend compte qu'on dépense énormément en verre à l'extérieur, si on sort très souvent, si on achète beaucoup de vêtements, ça peut être des dépenses dont on n'a pas vraiment conscience parfois. Et vraiment, le fait de suivre ses comptes, ça fait que souvent, ensuite, on a tendance à mieux gérer son argent. C'est vraiment psychologique. Et si vous le faites déjà régulièrement, c'est très bien, même si on a un petit budget, même si on n'épargne pas beaucoup. Ça peut permettre aussi parfois de se motiver à se dire, bon bah là, il me reste 20 € de plus que le mois dernier. Et c'est très facile de faire des virements, notamment avec les applications sur son portable, de se faire un petit virement vers son épargne, et en faisant des petits virements fréquents comme ça, en plus de ce qu'on avait prévu de mettre de côté, ça peut permettre de bien gonfler son épargne. Le cinquième point, c'est lorsque l'on sait vivre avec peu. Peut-être qu'actuellement, vous vous rendez pas forcément compte que vous avez une bonne gestion de votre argent parce que vous avez des revenus qui sont très faibles et du coup, vous gérez du mieux que vous pouvez vos dépenses et vous vous en sortez peut-être chaque mois, peut-être en épargnant rien du tout, peut-être en dépensant un petit peu plus que ce que vous gagnez. Mais le fait de réussir à vivre avec une telle somme, ça vous donne un énorme avantage pour la suite au moment où vous gagnerez plus d'argent ou si vous devez gérer une entreprise par exemple. Le fait de savoir vivre avec peu, de savoir faire beaucoup avec pas grand chose, ça donne énormément de compétences qui peuvent manquer à énormément de monde. Ça veut dire que par exemple, si à un moment vous avez de meilleurs revenus et que vous voulez épargner pour un projet, vous saurez peut-être comment faire des repas avec un petit budget ou comment utiliser les petites astuces du quotidien pour mieux s'en sortir. Vous saurez peut-être utiliser les avantages en nature que vous avez, comme par exemple le fait d'avoir des cerises dans son jardin qui peuvent s'échanger contre quelque chose, le fait de savoir faire pousser de la nourriture gratuitement, le fait d'avoir des compétences en broderie par exemple qui peuvent faire que vous saurez revendre quelques petites pièces sur Etsy pour vous dégager un petit peu plus de revenus et ça peut être des choses comme ça qui peuvent vous donner énormément d'avantages et qui peuvent vouloir dire que vous gérez très bien votre argent même si ça ne se voit pas forcément actuellement parce que vous n'avez pas une épargne qui est impressionnante ou vous n'avez pas des projets de vie qui avancent hyper vite, mais le fait de savoir gérer un petit budget, c'est une super ressource aussi. Le sixième point, peut-être que vous ne le faites pas encore, mais si vous ne le faites pas vraiment, je vous recommande de le faire, c'est de connaître votre budget réellement, connaître vos revenus annuels et vraiment pouvoir faire une moyenne par mois, puisque souvent on a tendance à sous-estimer ses revenus annuels parce qu'on va oublier les primes ou alors parfois on peut les surestimer aussi, notamment quand on est entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur et je connais pas mal d'auto-entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui vont finalement penser gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnent réellement parce que dans notre tête on va retenir les bons mois, on va se dire bah tel mois j'ai gagné 5 000 € de chiffre d'affaires donc je gagne un super salaire et finalement il y a d'autres mois où on gagne beaucoup moins que ça. Et quand on déduit les charges, les impôts et les coûts professionnels, on se retrouve finalement avec des revenus beaucoup plus bas que ce qu'on pensait. Mais ça peut nous avoir amené à augmenter notre niveau de vie parce qu'on pense gagner plus que ce que l'on gagne réellement. C'est pareil aussi pour les personnes qui se lancent en freelance et qui vont avoir des mois sans revenus, qui vont avoir tendance à considérer comme salaire ce qu'elles gagnent tous les mois, sans penser aux mois où elles ne sont pas payées, qui finalement font baisser la moyenne. Et il y a le cas bien évidemment quand on est salarié et qu'on oublie ses primes, qu'on oublie les avantages que l'on va avoir comme ça, ou que l'on va considérer par exemple qu'on a 200 € de tickets resto par mois, alors que pareil lorsqu'il y a des mois où on prend plusieurs semaines de vacances, on va avoir moins de tickets resto que prévu, et on va oublier de le prendre en compte dans la moyenne. Tout ce qui est avantage en nature, ça compte aussi en fait dans une forme de revenu. Moi je le compte dans mon budget, puisque bien évidemment les tickets resto de mon copain ou la nourriture que l'on va recevoir gratuitement par rapport à mes collaborations, je le compte dans mon budget puisque ça va affecter mes dépenses. Et c'est pareil, c'est bien d'avoir une idée à l'année de ce que l'on dépense. Souvent on va avoir une idée mensuelle des charges fixes et des mois normaux on va dire, donc on va penser à son loyer, à l'électricité, au budget alimentaire, etc. Mais on va pas forcément penser au moment où on renouvelle notre licence sportive, au moment où on paye notre taxe foncière, au moment où l'on paye notre assurance habitation si on est mensualisé à l'année. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut oublier. Les cadeaux aussi. Beaucoup de gens ne comptent pas les cadeaux dans leur budget mensuel, alors que finalement, même si ça revient pas chaque mois, on le paye à un moment ou un autre. Et c'est pas que le mois de décembre est plus difficile qu'un autre, parce qu'il y a plein de cadeaux à payer. Si finalement ça, on le mensualise sur l'année, et qu'on sait que par exemple, je dis n'importe quoi, mais qu'à l'année on dépense 600 € en cadeaux, ça peut nous permettre de se dire bon bah je vais mettre 50 € de côté par mois pour ce moment-là, et ça évite de se retrouver à sortir 400
150 € de plus que prévu en décembre et de se dire je comprends pas, le mois de décembre est super difficile. Si on lisse tout sur l'année et qu'on le mensualise par mois, ça fait qu'il n'y a pas de mois plus difficile qu'un autre puisque tout est en épargne et qu'on a juste à le sortir. Après, bien évidemment, il y a les imprévus, mais c'est bien d'avoir un budget pour ça aussi. Le 7e point, c'est d'avoir conscience de la valeur des choses. Même quand on prend en niveau de vie, c'est bien de se rappeler que si par exemple là on a envie d'acheter, j'en sais rien, un robot à 200 €, 200 € ça représente plus de 20 heures de travail au SMIC, puisque le SMIC actuellement en 2023 est à 9,11 € net. Et encore, c'est pas comme si on peut juste travailler 20 heures, enfin je dis juste, c'est beaucoup pour s'acheter le robot, mais sur ces 20 heures de travail, on va aussi devoir payer des choses en fait, puisque avec notre salaire, c'est pas 100% de notre salaire qu'on peut utiliser pour des biens de consommation. Dans ce salaire, on doit payer notre loyer, on doit payer à manger, on doit réussir à épargner. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit réussir à faire avec notre salaire et c'est bien d'en avoir conscience quand on achète quelque chose. Garder la conscience de la valeur des choses, c'est super important et notamment quand on augmente son niveau de vie. Quand on a des revenus exceptionnels, si par exemple on a touché une prime, on a touché un héritage, c'est bien de garder la valeur de l'argent, de savoir, même si nous on n'est pas au SMIC, combien des gens gagnent pour une heure de travail et de vraiment réfléchir à si un objet en vaut le coup ou pas. Je trouve que ça peut vraiment être important de ne pas se sentir déconnecté, de garder une idée de ce que coûtent les choses actuellement, de suivre les prix, de connaître le prix des légumes, des choses de base en fait de notre quotidien, puisque tout simplement, même si on a une bonne situation financière actuelle, rien ne dit que les choses ne changent pas, les choses peuvent changer, on a des imprévus dans la vie, on peut avoir des coups durs. C'est bien d'être optimiste, mais c'est bien aussi d'anticiper les potentiels coups durs, c'est bien de rester connecté à la vraie valeur des choses. Et rien n'exclut, même si on a un bon salaire, par exemple, de se retrouver au chômage et d'avoir une perte de revenus, de galérer à retrouver un boulot quand on est proche de la retraite, d'avoir un investissement qu'on pensait super bien, qui finalement est un vrai gouffre financier, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Alors bien sûr, on peut mettre plein de choses en place pour essayer de limiter les risques, mais c'est toujours une vraie richesse de pouvoir rester connecté à la valeur des choses simples parce que rien ne dit qu'un jour on ne sera pas obligé d'y retourner ou de s'y intéresser. Et si actuellement on est dans une situation financière qui n'est pas évidente, le fait d'avoir conscience des prix, de, comme je le disais un petit peu avant, quand on sait vivre avec peu, c'est le fait de connaître le prix des denrées alimentaires. Vraiment, j'en parle souvent, mais parce que c'est un point super important. Dans ma situation, le fait de savoir gérer un budget, notamment au niveau budget alimentaire, c'est ce qui m'a aidé pour faire énormément de choses, sincèrement des choses concrètes de ma vie qui aujourd'hui peuvent paraître impressionnantes pour mon âge, sont en partie liées au fait de savoir gérer mon budget alimentaire. Parce que quand on sait gérer son budget alimentaire, parfois, c'est plus facile de gérer le budget d'une entreprise, c'est plus facile de gérer plein de choses dans la vie. Le 8e point, c'est si vous arrivez à ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Vraiment, c'est l'un des points les plus importants, c'est une des meilleures manières de gérer son budget, puisque c'est simplement de même vivre au niveau précis de ce que l'on gagne, c'est prendre un petit risque. Si on arrive à vivre en dessous de son niveau de revenu, donc par exemple on gagne 1600 €, on fait comme si on vivait avec 1200, ça nous permet à la fois d'être protégé si un jour, pour une raison ou une autre, on passe de 1600 à 1200 € de revenus, mais ça nous permet aussi, tant qu'on est à ce niveau de revenu, de réussir à épargner, et parfois le fait aussi de réussir à garder son niveau de vie, même quand on augmente en revenu dans la vie, ça permet à la fois de garder une consommation plus écologique, puisque si on a tendance à gagner plus et à plus consommer, le fait de plus consommer entraîne généralement le fait de plus polluer, donc à la fois sur ce point-là ça peut être bien, même si parfois en gagnant plus ça peut nous permettre de faire des choix plus écologiques aussi et qui peuvent coûter plus cher. Donc il y a toujours plusieurs faces sur une décision, bien évidemment. Si par exemple vous allez changer de travail et gagner plus d'argent, ou si vous avez trouvé un travail qui est plus proche de chez vous et qui vous demande d'utiliser moins d'essence, puisque parfois dépenser moins ça permet aussi d'avoir plus d'argent à la fin du mois, et que vous arrivez malgré un niveau de vie qui augmente à ne pas augmenter votre niveau de dépenses, c'est quelque chose qui peut vous permettre vraiment d'avoir une meilleure santé financière, et cette différence de budget peut être investie au lieu d'être consommée ou mise de côté, ou voilà, on peut en faire ce que l'on veut. Ça peut vraiment permettre de faire toute la différence. Le 9e point, c'est que vous comparez les prix et que vous avez conscience de l'accumulation des petits montants qui peuvent donner des gros montants. Par exemple, si vous voyez, je sais pas, vous vous baladez à la Fnac et vous voyez un super objet high-tech dont vous avez trop envie chez vous et vous voyez qu'il y a une offre pour le payer en 10 fois sans frais. Généralement, ça peut paraître hyper intéressant parce que à la fois ça permet d'avoir un gros plaisir d'un coup et ça va utiliser qu'une petite partie de notre budget loisir du mois par exemple. Et on va se dire bah là c'est génial. Le problème c'est que le mois d'après, ce budget loisir, vous devrez quand même le mettre pour quelque chose qui vous a déjà amené ce gros pic de dopamine. Bien sûr, on est toujours content d'avoir cet objet chez nous, mais on s'y habitue un petit peu et on commence à avoir envie de nouvelles choses et on se retrouve finalement avec une mensualité à payer tous les mois. Et en plus de ça, peut-être que si on avait vu le prix global de cet objet avant de l'acheter et qu'on avait dû le payer d'un coup, ça nous aurait un petit peu refroidi.
Ça peut être intéressant de payer sans frais si c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment une technique marketing pour nous pousser à acheter, à moins réfléchir cet achat, et au lieu de le voir comme quelque chose qui va nous coûter 1000 euros, à se dire bon bah c'est quelque chose qui va me coûter ce mois-ci 100 euros, et ça nous paraît beaucoup plus dans nos moyens et ça nous pousse à acheter quelque chose ou à prendre une version haut de gamme qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter. Et c'est cette accumulation de petites sommes qui peut nous mettre en difficulté. C'est pareil avec un gros sujet depuis quelques années, c'est le leasing. Le leasing, ça peut être intéressant parfois dans notre budget, mais il y a aussi pas mal de fois où ça peut ne pas être intéressant. Ça peut nous mettre en difficulté si par exemple on n'arrive pas à arrêter la mensualité ou qu'on se retrouve à devoir payer de grosses pénalités. Si on a une baisse de revenus soudaine et qu'on ne peut plus payer et qu'on ne peut pas non plus payer ce qui reste, si c'est une location avec offre d'achat par exemple, ça peut nous mettre en difficulté aussi, ça peut nous pousser à prendre un modèle au-dessus de ce qu'on avait prévu de prendre. Il y a aussi le fait que selon les options qu'on a prises, cette voiture, même en payant des mensualités tous les mois, à la fin, elle ne nous appartient pas. Donc ça dépend du leasing qu'on a fait, si c'est avec option d'achat ou pas. Parfois, le fait que ce soit une mensualité un petit peu plus faible qu'un crédit, ça peut nous pousser à prendre cette option aussi. Mais surtout, globalement, c'est que ça nous pousse à prendre des modèles au-dessus que ce que l'on a réellement les moyens de prendre. Et ça peut être risqué. Parfois, ça peut vraiment être intéressant. Donc pour ça, de toute façon, vous le savez, il n'y a pas de jugement de ma part sur ce que vous faites avec votre argent. Et parfois, ça peut être un immense plaisir pour nous d'avoir ça. Et ça en vaut la peine, même si on sait que c'est pas financièrement intéressant pour nous. Mais c'est bien de le prendre en compte, d'en avoir conscience. C'est toujours la conscience du prix, la conscience des choses. Et réfléchir aussi à combien ce leasing, par exemple, ou ce crédit, ou peu importe ce que l'on achète, combien ça va me coûter sur 5 ans. Parce qu'on voit dans les pubs, avant on voyait le prix des voitures affiché comme telle voiture coûte 30 000 euros. Maintenant on voit le prix, vous pouvez avoir cette voiture à partir de 295 euros par mois. Et ça donne super envie parce qu'on se dit mais moi je les ai les 295 euros par mois. Alors que les 30 000 je les ai pas, mais les 295 euros ça veut dire que moi je peux l'avoir cette voiture. Et ça nous tente et ça nous donne envie. Et c'est le but du marketing. En fait si vous partez sur un contrat d'une certaine durée, réfléchir à combien ça va vous coûter sur cette durée là. Est-ce qu'à la fin vous aurez mis de l'argent de côté pour acheter une voiture cash ou est-ce que vous devrez encore faire du leasing, faire de la location? C'est toujours une question d'avoir conscience des choses, pareil pour les objets, les crédits, que ce soit pour les crédits conso, pour tout et n'importe quoi, peu importe ce que l'on achète, d'avoir conscience de ce que cela représente. Pareil aussi d'avoir conscience quand on achète quelque chose, de combien de temps on va l'utiliser, est-ce que vraiment on en a besoin, combien ça nous coûte par utilisation. Si par exemple on a prévu de faire du camping cet été et qu'on envisage d'acheter du matériel plutôt que de le louer, réfléchir au moment où on achète ce matériel, est-ce que vraiment c'est plus intéressant que la location par rapport à l'utilisation qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en refaire l'année prochaine? Est-ce que l'on est sûr d'aimer le camping si on n'en a jamais fait? C'est valable aussi pour le ski, c'est valable aussi pour plein de sports. Des fois on a du matériel de sport qu'on a fait 2 fois dans notre vie. On a acheté ce matériel en se disant c'est quand même plus rentable que de le louer parce que quand on loue, on perd de l'argent tous les mois concrètement. Mais est-ce que vraiment on va rentabiliser ce matériel? Ou est-ce que si on l'a utilisé 2 fois, par exemple si on a acheté des super skis de super bonne qualité, on les a payés et on les a utilisés que 2 fois, ça revient à combien par utilisation de ces skis? Et ça, je trouve que ça peut être un point qu'on n'aborde pas souvent finalement dans les vidéos qui parlent de budget, mais ça pourrait être important aussi de compter au prix par utilisation, pareil pour des chaussures qu'on va acheter pour certaines occasions. Est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup de les louer ou c'est toujours à peser? Je dis pas que c'est plus intéressant de louer, mais c'est bien de se poser la question et de comparer. Un 10e point qui pourrait indiquer que vous gérez vraiment très bien votre argent, c'est que vous avez une épargne de sécurité. Même si c'est pas une épargne que vous avez mis de vous-même, même si ça provient par exemple d'un héritage ou à un moment, je sais pas, vous avez eu des indemnités qui sont arrivées pour une raison ou une autre et vous les avez mises de côté, vous les gardez en épargne de sécurité. Peut-être que vous n'arrivez pas à épargner tous les mois, mais déjà le fait de ne pas piocher dans cette épargne de sécurité pour des loisirs ou pour des dépenses du quotidien qui ne sont pas des urgences, c'est déjà une très belle manière de gérer son argent. C'est déjà un petit coussin de sérénité que vous avez et c'est vraiment génial. Pareil, j'ai plein de fois dans les budgets que je reçois des gens qui me disent qu'ils gèrent mal leur argent parce que pour l'instant ils sont à découvert, parce que pour l'instant il y a plein de choses qui font que leur situation financière est compliquée, mais parfois ils ont réussi à garder cette épargne de sécurité où ça a été un fruit de dur labeur, où ils ont mis de côté leur job d'été, où ils ont mis de côté 20 € par mois pendant super longtemps. Aujourd'hui ils peuvent plus le faire parce que leur situation est plus difficile qu'avant, mais au moins ils ont cette épargne de sécurité et ça c'est une super manière de gérer son argent aussi.
aussi d'arriver à garder une somme sans la toucher, même si on n'arrive pas forcément à la faire gonfler. Si vous avez par exemple 5 000 € d'épargne de côté ou même 1 000 €, peu importe. Je dis des montants, il ne faut vraiment pas se comparer aux montants que je dis parce que, comme je l'ai dit au début, l'argent, il y a énormément de disparités avec. N'hésitez pas à la mettre de côté sur un livret d'épargne populaire si vous y êtes éligible. Ça peut vous permettre d'avoir un rendement de 6,1% par an et c'est vraiment actuellement très intéressant, surtout que l'inflation commence à se calmer un petit peu, donc ça peut vraiment vous permettre d'avoir de l'argent de côté déjà, de l'argent qui ne perd pas spécialement de valeur par rapport à l'inflation, et aussi chaque année en janvier de récupérer un petit peu d'argent en plus. Ça fait toujours plaisir en fait, la différence entre le 1er décembre et le 20 janvier quand on a ces intérêts qui sont tombés, de se dire waouh, il y a de l'argent qui est tombé sur mon compte, j'ai rien fait spécialement pour. Et je trouve que ça peut motiver, donner envie de mettre de l'argent de côté. Parfois, en voyant un petit peu l'épargne, le budget comme un jeu, ça peut aider. C'est pour ça que les défis, ça peut être bien. Faire des défis vide-placard, des défis comme j'en fais souvent sur ma chaîne, de manger pour 3 € par jour ou pour 4 € par jour par exemple, de diminuer son budget. On peut faire des défis sans consommer. Ce sont des choses qui peuvent vraiment nous motiver. Il y a une grande part psychologique dans l'argent aussi, au-delà de ce que l'on gagne et de ce que l'on dépense. Et on a parfois un pouvoir sur ce que l'on va dépenser ou ce que l'on va gagner, pas forcément tout le temps, mais donc l'aspect mental peut jouer aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous constituer une épargne de sécurité, c'est super important. C'est un des points les plus importants en termes de budget, donc si vous n'en avez pas encore vraiment, faites-vous une épargne de sécurité. Les imprévus, on ne sait pas lesquels ça va être, mais il y en a toujours, et il y a plein d'imprévus aussi qui sont plutôt prévisibles, mais qu'on choisit d'ignorer. Donc n'hésitez pas à mettre une épargne de sécurité, surtout si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez une voiture, si vous avez des enfants, enfin c'est important d'en avoir. Donc voilà pour ça. Et donc c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je suis à peu près sûre que chaque personne qui l'a regardée pourra se retrouver dans au moins un point. On n'est pas obligé de cocher toutes les cases, mais c'est vraiment bien si vous cochez toutes les cases aussi. En tout cas, ne vous sentez pas représenté par ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, ce que vous avez de côté. Même s'il y a des moments où vous n'avez pas bien géré votre argent, ça fait pas de vous des mauvaises personnes. Ça veut pas dire que vous méritez de galérer aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de vous faire aider, n'hésitez pas à le faire, il n'y a pas de honte à ça aussi, à demander de l'aide alimentaire, à essayer de s'en sortir. Vraiment ça me fait de la peine quand il y a des commentaires de personnes qui se dénigrent par rapport à leur relation à l'argent. On n'est pas une meilleure personne parce qu'on gère bien son argent non plus, et je trouve que c'est important de le rappeler aussi, surtout sur les contenus sur internet qui parlent d'argent, parce qu'il y a énormément de contenus très culpabilisants, des contenus de si moi je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire, alors que c'est pas vrai 99% du temps. Donc voilà pour tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça soutient énormément mon contenu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce que je propose vous plaît, c'est le meilleur moyen de me soutenir, vraiment, de soutenir mon travail. Et si vous le faites, merci beaucoup, on est déjà très nombreux et je suis déjà très reconnaissante du nombre de personnes qui me suivent sur YouTube. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je poste énormément de choses en story, je parle de plein de sujets différents. C'est Mûres et Noisettes également si vous voulez me retrouver là-bas. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En attendant, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!